Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement, bien sûr si vous appréciez mon travail. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 16 septembre 2024, deuxième et dernière partie. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, je vous enjoins à la regarder parce qu'elle est très importante. Et cette seconde partie est un petit peu la suite de la première. Donc je vous conseille de voir la première partie si vous ne l'avez pas vue. C'était samedi dernier. Bref, donc là, il y aura beaucoup de sujets traités. Donc les sujets principaux, ce sera d'abord Washington, qui pour l'instant dit toujours non à Kiev quant à une frappe en profondeur en Russie. Alors on va voir que l'Angleterre, bon, bien entendu, n'est pas contente, Zelensky n'est pas content, bien sûr, mais l'Angleterre insiste et bon, attend l'arrivée de Zelensky à Washington pour essayer de convaincre Biden. Bien entendu, Zelensky, lui, arrive à Washington avec son plan de victoire, entre guillemets, qu'il va présenter à Biden, Trump et Harris. Voilà, donc son plan de victoire, je vous l'ai déjà présenté grosso modo dans la première partie, donc je ne vais pas y revenir. Mais en attendant, là, au moment où je vous parle, donc lundi, Washington dit toujours non, et la voix la plus forte venait de Jake Sullivan, donc le haut responsable quant à la sécurité américaine. Jake Sullivan, c'est celui qui travaille main dans la main avec William Burns, donc le chef de la CIA. Et Jake Sullivan s'est fait le porte-parole de Lloyd Austin, ministre de la Défense américain, de William Burns, de la CIA, du Pentagone. Donc lui, il a dit, ben voilà, le Pentagone, Lloyd Austin, moi-même, ben on n'est pas d'accord pour une frappe en Russie parce que ça représente une escalade très forte. Et nous ne voulons pas cela. Biden a surenchéri, il a dit qu'il était d'accord, donc pour l'instant c'est non. Alors c'est un non pas catégorique et pas officiel. Alors, par politesse, parce que je suppose que c'est par politesse, et pour ne pas froisser Kiev, ils attendent l'arrivée de Zelensky à Washington, qui va présenter son plan de victoire. Alors, apparemment, ils attendent que bon, tout le monde ait parlé avant de donner une réponse définitive. Je me doute de la réponse définitive, parce que vous doutez bien qu'un Jake Sullivan, un William Burns, chef de la CIA, un Lloyd Austin, ministre de la Défense américain, le Pentagone dans son entièreté, qui a parlé, je vous l'ai déjà montré samedi dernier, par l'entremise de Pat Ryder, le porte-parole du Pentagone. Toutes ces personnes-là, absolument éminentes, disent non. Eux disent on ne veut pas. Au moment où je vous parle, on est lundi. Hein. Donc voilà, c'était dimanche après-midi, ils ont dit non. Donc, mais bon, pas un non définitif, comme je viens de vous le dire. Bon, on va attendre. Ensuite, dans cette vidéo, on verra des déclarations explosives du ministre des Affaires étrangères, Sikorski, le ministre polonais, donc qui fait des déclarations fracassantes. Nous allons voir ça. Nous allons voir aussi que le Kiev attend avec fébrilité et grande angoisse l'hiver parce que via Sikorski, donc je vais vous montrer ça, lui il nous annonce que Kiev lui a dit que 70% de l'électricité en Ukraine n'était plus là. Voilà, et bon, plus tard, je vous montrerai, pas dans cette vidéo, mais samedi prochain, je vous montrerai une grande interview de Zelensky. Et Zelensky, lui, dit que 80% de l'électricité en Ukraine a disparu. Bon, en gros, vous avez le tableau, il y a presque plus d'électricité en Ukraine. Et avec l'hiver qui vient,
En gros, c'en serait fini de l'Ukraine en hiver, quoi qu'il arrive. Bon, ça c'est Sikorski, le ministre des Affaires étrangères polonais, qui le dit. Bref, nous allons voir bien d'autres sujets. Nous allons voir un exercice géant de la Russie en collaboration avec la Chine, un exercice militaire qui va se dérouler en mer Méditerranée, en mer Arctique, en mer du Japon, bref, et dans bien d'autres endroits encore. Donc c'est un exercice très impressionnant. La participation de la Chine est faible hein, quand même, mais c'est symbolique, elle est quand même bien là. Donc bref, c'est pour dire à l'OTAN en gros qu'il y a une alliance Russie-Chine extrêmement forte et que bon, faut pas franchir les lignes rouges. Alors les lignes rouges, bien entendu, ne sont pas du tout celles inventées par les médias, puisque tout ce que disent les médias, c'est du grand n'importe quoi. Hein, les chars Léopard 2, les chars Abrams, les F-16, tout ça, c'est des lignes rouges inventées par les médias, hein, j'insiste. Voilà, mais pas du tout par la Russie. La Russie, on connaît ses lignes rouges, elles ont été édictées par Vladimir Poutine il y a plus de 2 ans. Hein, les lignes rouges, c'est des soldats de l'OTAN, mais de véritables soldats de l'OTAN en Ukraine, voire même en Russie. Ça, c'est de vraies lignes rouges. C'est des missiles otaniens qui frappent directement la Russie. Ça, c'est les vraies lignes rouges. Et puis voilà. Ça, ce sont les vraies lignes rouges que Vladimir Poutine a édictées, et non pas tout ce qu'ont édicté les lignes rouges des médias, parce que seuls les médias, encore une fois, édictent les lignes rouges hein, à la télévision ou à la radio. Hein, faut pas l'oublier. Bref, nous verrons cela et bien d'autres sujets. Donc là, cette vidéo est en 2 parties, donc les informations générales qui seront suivies de la conclusion. Dans les deuxièmes parties, comme d'habitude, il n'y a pas de carte militaire. Voilà, commençons. Alors commençons par un article du New York Times qui nous dit « Biden n'a pas laissé Kiev attaquer la Russie en profondeur ». Et oui, pour l'instant, c'est non. La Grande-Bretagne pourrait-elle changer cela ? Le voyage à Washington du Premier ministre britannique Keir Starmer intervient après que le président russe Vladimir Poutine a averti que la prochaine étape des Alliés pourrait signifier une guerre pour l'OTAN. Alors la Grande-Bretagne n'est vraiment pas contente parce que là, elle demande avec insistance que Washington change d'avis. Washington dit non pour l'instant, comme je vous l'ai dit en introduction. Mais Washington a dit, bon, on va attendre de voir ce que va nous dire Zelensky avec son plan de victoire, mais pour l'instant c'est non. Alors, qui a été le plus fort, on va dire, lors de la réunion? C'était Jake Sullivan, qui lui a dit non d'emblée. Alors il a dit Lloyd Austin ne veut pas, le Pentagone ne veut pas, la CIA veut pas. Bref, ça va pas. Lloyd Austin, lui, il a été un petit peu plus dans le détail. Lui, il a dit, écoutez, pour l'instant, il n'y a aucune cible valable en Russie que nos missiles pourraient atteindre. Donc pour l'instant, c'est non. Alors on attend de voir les cibles stratégiques que va nous donner Zelensky, puisque Zelensky est censé venir avec des cibles dans son plan de victoire. Voilà. Le problème, c'est que le Pentagone a fait ses recherches et il n'y a rien. Lloyd Austin a dit les avions importants, bref, là où on pourrait frapper, les cibles que l'on pourrait frapper importantes sont au-delà de là où nos missiles peuvent porter. Ils sont à plus de 300 km, voire 500 km aux dernières nouvelles. Donc on ne voit pas là quelle cible. Donc on attend de voir ce que nous dit Zelensky. Peut-être va-t-il nous surprendre, nous verrons bien. Donc pas de nom définitif de Washington, mais bon, vous avez vu ce qu'a dit Jake Sullivan et Lloyd Austin. Vous avez compris. C'est extrêmement peu probable que Zelensky puisse leur faire changer d'avis. Vous imaginez, Lloyd Austin, il vient de dire ça lors de cette réunion.
Ça voudrait dire quoi si Zelensky leur donne des cibles ultra stratégiques? Ça voudrait dire, le Pentagone, vous êtes complètement nul, vous n'avez pas vu des cibles ultra stratégiques importantes à moins de 300 km de la frontière russo-ukrainienne. Vous êtes vraiment des nuls. Ou alors, bon, ça veut dire, bon, deuxième option la plus probable, ça veut dire, bon, bah écoute, Zelensky, bon, nous on n'a rien vu, c'est pas tes cibles qui vont changer quoi que ce soit. Parce qu'on se doute à quoi tu penses. Vu que tu as dit à plusieurs reprises que tu n'allais, quoi, que tu ne voudrais frapper que des aérodromes militaires russes, nous on les connaît parfaitement. C'est pas toi qui va nous apprendre où sont les aérodromes russes importants. Voilà, et en plus, il n'y a même pas d'avion important à frapper sur ces aérodromes. Bon, bref, vous avez compris le tableau. Il y a fort peu de chances que Washington change d'avis. Là, mais ce n'est que mon opinion, ils sont juste polis envers Zelensky. Voilà, pour moi, c'est que de la politesse. Le fait qu'il n'envoie pas directement bouler. Voilà. Alors pourquoi en plus Washington est encore plus prudent, c'est ben, ce qu'a dit Vladimir Poutine à la télévision russe. Voilà, ça signifierait une guerre avec l'OTAN. Comme bien évidemment l'Occident ne veut en aucun cas entrer en guerre avec Poutine, voilà, bon, en gros, il y a 99,9% de chances que Zelensky rentre bredouille. Voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Alors là, on va voir une vidéo de Sikorski, le ministre des Affaires étrangères polonais. Alors c'est une vidéo très drôle puisqu'elle a été montée par les farceurs russes Vovan et Lexus qui ont déjà, on va dire, attrapé dans leur filet de grandes figures. François Hollande, Angela Merkel, George W. Bush, Tony Blair, etc. Il y en a plein qui se sont fait avoir. Et eux, ils se font passer ben, pour Zelensky, pour un premier ministre ukrainien, etc., afin de leur faire dire des choses qu'ils ne peuvent pas dire au grand public. Donc c'est extrêmement intéressant. Évidemment, je vous en ai parlé déjà à maintes reprises en plus de 2 ans. Hein, donc, et on apprend des choses absolument extraordinaires. Bon, je ne vais pas vous faire tout l'historique de Vovan et Lexus. Là, passons à cette vidéo-ci. Donc là, Sikorski va parler de l'état réel du réseau électrique en Ukraine et qui est absolument terrible, puisqu'il dit que 70% du système ukrainien électrique est à terre et que cela pourrait rendre inhabitable des pans entiers du pays. Regardons ça. And then electricity also the problem of our. Donc là, c'est Poroshenko qui parle. This, I think, is the biggest threat to Ukraine now. Poroshenko, c'est Vovan qui parle, qui se fait passer pour Poroshenko. By your side, that 70% of the electricity producing. Là, vous avez entendu. Là, c'est, il dit, bah, votre côté, hein, puisqu'il pense parler à Poroshenko. Donc, votre côté m'a dit que 70% de l'électricité produite en Ukraine, bah, n'est plus là. Capacity has now been destroyed. Ça a été détruit. You know, I tell my people that if this gets worse, then large parts of Ukraine will become uninhabitable and we will have. Voilà, donc là, il dit, bah, si ça continue, bah, ça va devenir inhabitable pour des pans entiers du pays en Ukraine. Voilà. Another huge wave of refugees. Et donc là, le Sikorski, il dit, ben, nous, ce qu'on craint, c'est que cela provoque d'énormes vagues de réfugiés ukrainiens en Pologne. Donc vous voyez, c'est extrêmement intéressant. Alors, bon, là, je peux pas tout vous dire, mais, parce que ça dure 20 minutes. Il a dit plein d'autres choses. Il a dit plein d'autres choses. Alors là, c'est plus haut dans mes sources. Voilà, que bon, bah, que jamais l'Ukraine ne rejoindrait l'OTAN,
que jamais l'Ukraine ne rejoindrait l'Union européenne, que ça c'était une fiction pure. Donc bref, il a dit bien d'autres choses. Je peux pas tout vous montrer, encore une fois, ça dure 20 minutes, mais c'est extrêmement intéressant. C'est pour ça que les farces de Vovan et Lexus sont toujours regardées dans le monde entier. Bien sûr, n'oublions pas qu'une des farces de Vovan et Lexus a permis de savoir que François Hollande confirmait les dires d'Angela Merkel une semaine après qu'elle ait avoué au journal Die Zeit que le renforcement de l'Ukraine après 2014 n'a été fait que pour pouvoir mieux faire la guerre à la Russie. Ça, et François Hollande, grâce à Vovan et Lexus, a confirmé les dires de Angela Merkel et que lui-même était tout à fait d'accord avec Merkel et avait fait comme ça aussi. Donc Vovan et Lexus, ce sont des personnages russes très importants. Ils permettent de connaître la vérité. Là, un article très intéressant où on a Victoria Nuland qui avoue lors d'un entretien avec un journaliste que c'est bien Washington qui a fait capoter les accords de paix entre l'Ukraine et la Russie. Et est-ce intentionnel? Alors je ne sais pas. Est-ce accidentel de sa part? Je ne le sais pas. Alors que nous dit cet article? Victoria Nuland semble confirmer le moment clé où l'accord de paix a été avorté en Ukraine. Alors, elle reconnaît en outre qu'un accord était sur la table et que les puissances occidentales n'appréciaient pas les conditions qui auraient limité l'arsenal militaire de l'Ukraine, ce qui accrédite la théorie selon laquelle les partisans de l'Ukraine ont contribué à son échec. Vous voyez bon que le journal est extrêmement prudent et prend des termes extrêmement diplomatiques pour ne pas dire carrément que c'est l'Occident, quoi, Washington, qui a fait capoter les deux négociations, puisqu'il y en a eu deux. Hein, il y en a eu une juste après l'invasion russe, c'est-à-dire de mémoire le 26 février, le 25 ou le 26 février, et il y en a eu une autre à Istanbul en avril. Donc c'est très intéressant ces aveux de Victoria Nuland, qui ne faut que confirmer ce que tout le monde savait déjà, bien entendu. Moi, ça fait 2 ans et demi que je vous le dis, c'était une évidence. Pourquoi 2 ans et demi? Parce que la première fois, c'était purement les Américains, puisque c'était les négociations de Minsk, où Kiev a carrément fait assassiner pendant les pourparlers. Pendant les pourparlers. Kiev a fait assassiner son propre haut responsable concernant la paix, donc il faisait partie de la conférence des pourparlers de la paix. Ils l'ont fait assassiner. Ils ne s'en sont même pas cachés. Voilà. Alors ils l'ont fait assassiner parce qu'il était trop pour la paix, alors dans le sens trop pro-russe, alors que c'était un des gars qui était au pourparlers entre l'Ukraine et la Russie. Vous vous rendez compte un petit peu? Ça a été étouffé par les médias, mais c'était énorme déjà. Et ensuite, il y a eu le 9 avril 2022, où là c'est beaucoup plus médiatisé. La première fois, c'était très étouffé parce qu'il y a eu cet assassinat. La deuxième fois, ça a été très médiatisé. Souvenez-vous de Boris Johnson qui a eu un coup de fil de Washington. Il devait absolument faire quelque chose. Il a pris son jet et il s'est précipité en urgence parce que Zelensky allait signer un accord à Istanbul avec la Russie. Il s'était précipité pour faire capoter les négociations en promettant une deuxième fois à Zelensky qu'il ne fallait pas qu'il s'inquiète puisque l'OTAN serait derrière lui jusqu'au bout, jusqu'à la victoire de l'Ukraine. Évidemment, l'OTAN ne pensait pas que la Russie serait aussi puissante et aussi astucieuse quant au contournement des sanctions occidentales. Et là, dernièrement, on a Victoria Nuland qui avoue ça. Alors attendez, c'est pas fini. Alors là, c'est un article
qui date du 2/8/2023, qui vient du journal Jacobin, qui nous dit la guerre acharnée en Ukraine aurait pu prendre fin il y a longtemps. Alors vous vous souvenez, 2/8/2023, hein, c'est important. Un accord de paix rapide aurait pu mettre un terme à la guerre sanglante en Ukraine, mais l'opposition de l'OTAN et les révélations sur le massacre des civils perpétré par les Russes à Boutcha, ainsi que les médias américains qui ont ignoré les voies possibles vers la paix, ont anéanti ces espoirs. Alors concernant le massacre à Boutcha, j'avais déjà fait 2 vidéos il y a longtemps. J'avais démystifié ça quelques jours après qu'on venait parler du massacre à Boutcha. Alors comment je l'ai démystifié? Tout simplement avec 2 sources. On a d'abord Michel Collomb, grand reporter belge à l'époque qui avait mené sa propre investigation. Donc il avait interrogé des civils ukrainiens de Boutcha et il avait repris la vidéo du maire de Boutcha, puisque la veille, je dis bien la veille du massacre à Boutcha, le maire de Boutcha avait été interviewé par les Occidentaux et le maire de Boutcha avait dit non, tout est parfait à Boutcha, tout va très bien à Boutcha, les Russes sont partis, il n'y a plus de Russes à Boutcha. Voilà. Et le lendemain de son interview du maire, les médias ont parlé du massacre à Boutcha, le lendemain. Voilà. Donc Michel Collomb avait démystifié ça, et encore plus fort. Moi, je vous avais montré un extrait d'un journal, d'un tweet d'un député de la Rada, donc du Parlement ukrainien, qui lui avait carrément dénoncé que le massacre à Boutcha avait été supervisé par le MI6. Carrément. Voilà, donc faut voir sur mon ancienne chaîne qui est sur Odyssée et qui s'appelle Analyse du Monde, puisque mes vidéos, mes anciennes vidéos ont été supprimées par YouTube. Hein, n'oubliez pas que mon ancienne chaîne YouTube Analyse du Monde a été supprimée il y a 2 ans par YouTube. Voilà, je tenais à le souligner. Donc n'hésitez pas à voir mes 2 vidéos sur Analyse du Monde afin que vous sachiez tout sur le massacre à Boutcha. Le week-end dernier, l'ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett a publié une interview choc. Au cours d'une interview de près de 5 heures, il a dévoilé une quantité inhabituelle de détails sur ses efforts pour servir de médiateur dans les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine au début de la guerre l'année dernière. La nouvelle, qui a fait la une des journaux, est l'affirmation de Bennett, selon laquelle les négociations qui portaient leurs fruits et qui auraient pu mettre fin à la guerre qui dure depuis près d'1 an, ont finalement été bloquées par le gouvernement de l'OTAN qui soutiennent l'effort de guerre de l'Ukraine. Vous voyez? Donc là, ce blocage de Washington, appelons un chat, avait été déjà dévoilé par le Premier ministre israélien Naftali Bennett à l'époque. D'où l'interview choc. Vous voyez? Donc malheureusement, voilà, c'est très longtemps après. Bon là, c'était le 2/8/2023, mais très longtemps après, là, on a Victoria Nuland qui avoue enfin que oui, c'était l'OTAN qui bloquait les négociations. Chose que tout le monde savait. Tout le monde savait que c'était Washington qui bloquait les négociations. Washington voulait la guerre avec la Russie. Donc c'était une évidence absolue. Comme je vous le disais déjà dans mes vidéos d'il y a 2 ans. Bon, bref, voilà, c'est comme les Nord Stream. Tout le monde sait qui est le coupable, mais combien de temps avant que les grands médias disent que c'est Washington? C'est toujours Washington le coupable. Toujours. Et pour tout, j'ai envie de vous dire. Quoi, concernant les choses comme ça, les guerres, etc. C'est toujours Washington qui est mêlé à ces affaires-là. Voilà. Encore une fois... je vais pas vous rappeler, mais guerre du Vietnam, guerre d'Irak, la guerre de Yougoslavie et les bombardements de 1999 sur Belgrade, tout ça, c'est les Américains, comme toujours. Bref, je m'arrête là sur ces négociations bloquées par Washington.
Là, nous avons un article d'Associated Press qui nous dit « L'Ukraine se prépare à un hiver des plus rudes en raison de l'intensification des attaques russes contre les infrastructures énergétiques. » Le Premier ministre ukrainien avertit mardi que le pays pourrait être confronté à son hiver le plus rude depuis le début de l'invasion russe à grande échelle, alors que les frappes aériennes contre les infrastructures énergétiques assiégées du pays s'intensifient. Les attaques russes continuent de mettre à mal les capacités de production énergétique de l'Ukraine, laissant le pays fortement dépendant de ses 3 centrales nucléaires en activité et des importations d'électricité en provenance des pays de l'Union européenne. Voilà, donc l'Associated Press confirme les propos du ministre polonais, Sikorski, qui disait que, d'après ce que lui disait Kiev, 70% des capacités électriques d'Ukraine étaient à plat. Ici un article de France 24. La Russie lance les plus grands exercices navals de l'ère post-soviétique aux côtés de la Chine en mer du Japon. La Russie a lancé mardi ses plus grands exercices navals de l'ère post-soviétique aux côtés des navires de guerre chinois, dernier signe en date de l'approfondissement de la coopération militaire entre les deux puissances mondiales. Les exercices se poursuivront jusqu'au 16 septembre et impliqueront plus de 400 navires de guerre, sous-marins et autres bâtiments de guerre. Des navires de guerre russes et chinois ont commencé mardi des exercices conjoints dans la mer du Japon, dans le cadre d'un exercice naval majeur qui verra Moscou naviguer dans les eaux couvrant l'hémisphère nord et le Pacifique. Moscou et Pékin ont approfondi leur coopération militaire et économique ces dernières années, les deux pays cherchant à contrebalancer ce qu'ils considèrent comme un ordre mondial dirigé par les États-Unis. Le président Vladimir Poutine prononcera un discours inaugurant officiellement l'exercice Océan 2024, dirigé par la Russie, et les supervisera depuis un centre de situation au Kremlin, a déclaré son porte-parole Dmitri Peskov. Donc c'est le Kremlin qui supervise cet exercice, et cet exercice est dans beaucoup d'endroits, hein. Les exercices plus vastes se dérouleront dans les océans Pacifique et Arctique, ainsi que dans les mers Méditerranée, Caspienne et Baltique. Vous vous rendez compte, c'est énorme, hein, et devrait devenir l'un des principaux événements d'entraînement opérationnel et de combat de l'armée russe en 2024. Voilà. Donc tout cela est un signe montré au Kremlin, à Washington, pour dire que la Russie n'est pas toute seule. N'oublions pas que la Russie a des alliés actifs extrêmement fidèles, c'est-à-dire l'Iran, la Chine et la Corée du Nord. Ne l'oublions pas, la Russie ne se bat pas toute seule, tout comme l'Ukraine ne se bat pas toute seule. L'Ukraine se bat avec l'aide de 54 pays derrière elle, dont 32 pays de l'OTAN. Ne l'oublions pas. L'Ukraine n'est pas seule dans le combat, la Russie non plus. Donc l'OTAN devrait y réfléchir à 2 fois quant à l'autorisation de frapper le territoire russe en profondeur avec des missiles de l'OTAN. Je dis ça, je dis rien. Alors là, on va regarder un journal ukrainien qui s'appelle Ukrinform. Donc c'est un des 4 journaux ukrainiens que je lis tous les jours. Je lis aussi The Kyiv Independent, The Kyiv Post et Ukrainska Pravda. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a confirmé l'irréversibilité du cheminement de l'Ukraine vers l'adhésion à l'OTAN et a souligné l'importance de mettre en œuvre des réformes pertinentes dans le pays. Alors en gros, c'est combattre la corruption, bien entendu, et améliorer l'économie, qui est exsangue, bien évidemment. Alors tout ça, c'est très drôle, hein. Anthony Blinken, lui, c'est un fou de l'Ukraine, hein. Ne l'oublions pas. C'est à croire qu'il a des billes dans ce conflit, des billes personnelles. C'est lui qui a dit au monde entier que Washington était prêt à donner l'accord pour des frappes en profondeur en Russie avec des missiles américains. C'est lui qui a dit ça quand il a été voir Zelensky à Kiev.
Et ça s'est révélé faux. Il avait carrément menti. Carrément. Et là, maintenant, il dit ça. Alors, vous avez vu au début de cette vidéo, je vous ai montré Sikorski, le ministre des Affaires étrangères polonais, qui a dit que jamais l'Ukraine n'entrerait dans l'OTAN. Au grand jamais. Et ça, c'est Sikorski, la Pologne, qui dit ça. Donc, vous voyez à quel point Blinken, c'est un néocon belliciste à fond, qui, lui, veut la guerre absolue avec la Russie, bien évidemment. Quitte à mentir, parce que ça, c'est des gros mensonges, là, qu'il est en train de dire. Voilà. Ou alors, c'est peut-être une stratégie de Washington pour faire peur à Vladimir Poutine. Pour dire à Vladimir Poutine, ah, vous voyez, hein, attention, l'Ukraine a peut rentrer dans l'OTAN, attention, alors il faut retirer vos troupes d'Ukraine. Hein. Vous voyez un peu le ridicule. Vous voyez le ridicule de la chose, parce que bon, je me doute que c'est ça, quand Anthony Blinken il balance ça, je me doute que c'est ça la stratégie de Blinken, tout du moins. C'est de faire peur à Vladimir Poutine. C'est risible, voire pathétique. Mais bon, c'est comme ça. Là, on a le journal international The Globe and Mail qui nous dit le chef des services secrets ukrainiens, alors le chef des services secrets ukrainiens c'est Boudanov, estime que l'aide militaire nord-coréenne à la Russie pose un problème majeur sur le champ de bataille. Bah oui, c'est sûr. Alors Boudanov, le chef du SBU, est inquiet, il est angoissé de l'aide nord-coréenne. Ben oui, Kim Jong-un a déclaré il y a plus d'un an que lui, il était prêt à envoyer 20 000 soldats d'élite en Ukraine pour aider la Russie, carrément. Alors Vladimir Poutine il a dit non, hein, qu'il n'avait pas besoin de la Corée du Nord pour ça. Mais bon, on sait tous que la Corée du Nord, au minimum, a fourni beaucoup d'obus à la Russie, à minima, et qu'elle a le soutien, voilà, que la Russie a le soutien complet de la Corée du Nord. Ça, c'est certain. Mais Boudanov, il ne devrait pas s'inquiéter que de la Corée du Nord. Il devrait surtout s'inquiéter de la Chine et non pas de la Corée du Nord. Bon, certes, la Corée du Nord aide beaucoup, et la Corée du Nord est à fond avec la Russie. On peut dire que pour le conflit russo-ukrainien, la Corée du Nord, c'est la Russie. Hein. Voilà, même encore plus engagée que la Biélorussie, j'ai envie de vous dire. Parce que la Biélorussie, officiellement, la Biélorussie de Loukachenko n'a strictement rien donné à Vladimir Poutine. Il a juste accordé le passage dans son pays des forces armées russes, mais c'est tout. Officiellement, il n'a rien donné. Et vous noterez quand même, fait très intéressant, et qui n'est pas anecdotique, que le Pentagone, Washington, si vous voulez, n'a jamais dit que Loukachenko donnait quoi que ce soit à la Russie. Donc à noter, même l'OTAN dit, quoi, ne dit rien, mais bon, hein, comme on dit par omission, Loukachenko, tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'a rien donné officiellement, tout du moins. Alors que tout le monde est d'accord pour dire que la Chine et la Corée du Nord, eux, ont vraiment donné des choses militaires à la Russie. Donc il devrait plutôt s'inquiéter de la Chine, qui est un beaucoup plus gros poisson que la Corée du Nord. Je dis ça comme ça. Hein. Là, un article de Forbes qui nous dit l'Ukraine est à court de véhicules modernes pour les nouvelles brigades qu'elle forme. La nouvelle 154e brigade mécanisée composée en grande partie de véhicules des années 1960. Voilà. Alors, inutile de vous dire qu'il n'y a pas que la 154e brigade mécanisée qui a des très vieux véhicules blindés. C'est la plupart maintenant, presque toutes les brigades ukrainiennes maintenant ont que du très vieux matériel. Ce qui reste, ce qu'ils ne voulaient pas utiliser, maintenant ils sont obligés de l'utiliser. Alors je vous rappelle qu'ils ont tout envoyé sur Kursk, les Ukrainiens, tanks et véhicules blindés. Hein, je vous rappelle les chiffres donnés par le ministère de la Défense russe,
si on croit ces chiffres-là, depuis le 6 août, les Ukrainiens ont perdu 821 véhicules blindés et 106 chars. Depuis le 6 août et uniquement sur Koursk. En gros, ils ont tout envoyé sur Koursk. Donc maintenant, là, la ligne de front de l'Est, il n'y a presque plus rien. Ils n'ont presque plus rien en tant qu'en véhicule blindé. Donc là, évidemment, tout va très très bientôt s'effondrer. Bon, est-ce que c'est en jours, en semaines, je ne le sais pas. Mais en tous les cas, ce sera très bientôt maintenant parce que c'est extrêmement grave. Donc là, je vous montre un dernier article de Forbes qui date du 18 mars 2024 concernant les drones à fibre optique russes qui permettent d'éviter tout brouillage électronique de guerre. Alors, je vous en avais pas parlé à l'époque, c'est-à-dire en mars 2024, parce que ça venait de sortir et je ne savais pas si ça allait être massif. Là, j'ai décidé de vous montrer l'article parce que maintenant les Russes utilisent massivement les drones FPV à fibre optique. Donc, je vous ressors l'article. Donc, voici les drones FPV qui ont été découverts par les Ukrainiens. Donc là, déjà, la société russe Zala, filiale de Kalachnikov, s'était vanté que son nouveau quadricoptère Product 55 était à l'abri de toute forme de brouillage radio. Pourquoi? Parce qu'il utilisait l'intelligence artificielle. Donc ça, ces drones Zala, eux, ça fait un moment qu'ils sont utilisés sur le sol ukrainien. Par contre, les FPV russes avec une fibre optique, ça c'était nouveau. Mais encore une fois, je le répète, maintenant ils l'utilisent massivement. Je vais même vous montrer des images. Donc là, c'est un blogueur ukrainien, militaire, qui avait signalé l'apparition le 2 mars du premier FPV drone fibre optique. Et donc il avait vu qu'il y avait une fibre optique de 813 mètres. Donc ça c'était au 2 mars. Mais maintenant évidemment c'est utilisé massivement. Je vais vous montrer une vidéo qui vous montre tout cela. Russian forces have for the first time used the Vandal FPV kamikaze drone. So what is the difference here? The FPVs have been used since the start of the war. Have you noticed the video quality and the latency? The Vandal drone is connected via an optical fiber cable to the operator, which is why there are high FPS rates and HD videos. What makes this drone deadly is its maneuverability. It can be controlled quickly, while there are lags in radio-controlled ones. Another advantage which makes huge difference is that this drone is not prone to electronic jamming. With real-time control, the drone is highly accurate. Alors ces drones ont deux avantages importants. Le premier avantage, c'est de fournir une image en haute définition extrêmement précise. Donc ça permet aux pilotes de drone de frapper très précisément la cible. Et en plus, c'est une image qui est excellente jusqu'à l'impact, ce qui n'est pas le cas des drones classiques. Puisque en général, les drones, quand ils se rapprochent de la cible, il est tellement bas que le signal radio n'est plus perceptible par le pilote de drone. Donc en gros, le pilote de drone ne voit plus rien à 5 ou 6 mètres à peu près de la cible, par rapport au drone bien évidemment. Donc il doit là prévoir que les 5-6 derniers mètres, il ne verra plus rien, en général. Donc là, l'avantage de ce drone-là, c'est qu'il peut percuter la cible de manière chirurgicale jusqu'au bout. Donc c'est un gros avantage. Le deuxième, et c'est le plus important, c'est que comme c'est par fibre optique, évidemment, aucun brouillage électronique ne peut perturber le drone. Le drone est invulnérable, entre guillemets, voilà, concernant le brouillage électronique. Donc ça donne un énorme avantage aux Russes, surtout que là vous avez vu, les premiers drones utilisés avaient 813 mètres de fil, ce qui est assez important. Je me doute que maintenant les derniers drones, bon, dépassent certainement le kilomètre. Je dis ça comme ça. Mais en tous les cas, le fait qu'ils puissent produire massivement ce type de drone, va donner encore un avantage aux Russes sur le terrain. Alors que peut-on dire en conclusion?
Eh bien, Zelensky, qui veut aller à Washington voir Biden, Trump et Harris, tout ça est ridicule, puisque son plan premier pour la victoire, c'était d'abord la grande offensive de Kursk, qui a été un fiasco complet, une débâcle totale, avec une perte en hommes et en matériel militaire absolument gigantesque, puisque son plan premier, pour obliger la Russie à négocier, c'était de prendre l'oblast de Kursk, de s'y installer, éventuellement de prendre la centrale nucléaire plus au nord, bien que ça, rien ne soit officiel là-dessus, ça c'est simplement les connaisseurs qui disent cela. Est-ce vrai, est-ce faux, je ne le sais pas, mais bon, beaucoup le disent, tout du moins. En tous les cas, la version officielle de Kiev, c'était de pousser la Russie à ce qu'ils prennent beaucoup d'hommes dans le Donbass afin de protéger l'oblast de Kursk. Malheureusement, cela ne s'est pas fait, comme Vladimir Poutine l'a dit lui-même, et comme Forbes l'a dit, comme Washington Post l'a dit, comme le New York Times l'a dit. Bref, tout le monde est d'accord, même les grands médias occidentaux, pour dire qu'effectivement cela a échoué et qu'aucune force russe du Donbass n'a été prise pour aller en renfort dans l'oblast de Kursk. Tout le monde est d'accord. Alors comment a fait Poutine? Bah, tout simplement parce que la Russie était déjà aux aguets. N'oublions pas que Belgorod a eu 2 incursions euh, ukro-otaniennes par des soi-disant milices russes pro-ukrainiennes qui étaient en fait des soldats ukrainiens, des mercenaires de l'OTAN, etc. Hein, on l'a su dès l'abord, hein, voilà. Hein, des Léopard 2, des chars Abrams, des véhicules blindés Bradley et Marder à Belgorod, c'était pas des miliciens russes, hein, qui s'étaient exilés en Ukraine, qui ont pu avoir ce matériel. Et pourtant, vous vous rendez compte un petit peu à quel point ils nous prennent pour des imbéciles, puisque les grands médias à l'époque nous avaient vendu cela. Hein, ils avaient repris les dires de Kiev. Kiev qui disait « Ah non, c'est pas nous, hein. Ah non, non, c'est des Russes pro-ukrainiens qui ont pris ce matériel-là et qui ont envahi Belgorod à 2 reprises. Hein. » Voilà, et les grands médias occidentaux nous ont vendu ça. Ah ouais, ah, vous voyez, hein, c'est pas l'Ukraine. Hein. Ah non, non, c'est des Russes. Eh oui, leur volonté à nous prendre pour des imbéciles est apparemment sans limite. Bref, maintenant, nul n'est dupe. Donc, le plan A de Zelensky, qui était de pousser Vladimir Poutine à la négociation avec son plan de Kursk ayant échoué, il sort le plan B. Le plan B, c'est de demander à Washington l'autorisation de faire des frappes avec des missiles de l'OTAN en profondeur en Russie. Sauf que, bon, bah, vous avez vu que le plan B, bah, pour l'instant, ne marche pas. Bon, sauf coup de théâtre titanesque, ça ne marchera jamais. Voilà, mais c'est son plan B. Donc tout échoue de toute manière. À chaque fois que l'Ukraine essaye un plan, ça échoue. Hein, ça a toujours été un des grands plans de l'Ukraine il y a 1 an et demi, c'était de prendre la centrale nucléaire de Zaporojye. Voilà, et la première opération amphibie qui incluait plus de 230 soldats d'élite et supervisée par Boris Johnson lui-même. Alors pourquoi on l'a su que c'était Boris Johnson qui avait supervisé, qui avait lancé son accord concernant ces troupes d'élite principalement britanniques pour prendre la centrale de Zaporojye, bah parce qu'il y a eu des prisonniers, des officiers britanniques qui ont été faits prisonniers par les Russes et qui ont dû avouer. Voilà, mais bon, après il y en a eu plein d'autres, mais à chaque fois qu'il y a un plan ukrainien comme ça grandiose, à chaque fois ça finit en jus de boudin, bien évidemment, parce qu'ils sous-estiment constamment les forces russes. Il y a, voilà, l'OTAN a toujours sous-estimé les forces russes, l'Ukraine fait strictement la même chose. Vous allez me dire c'est normal, puisque l'Ukraine n'a pas son mot à dire, c'est l'OTAN qui décide de tout, de toute manière.
Donc bref, le plan B semble échouer et il échouera de toute manière. Il ne peut en être autrement, sinon c'est la guerre. Autre information, c'est que l'hiver approchant en Ukraine et le fait qu'il y ait presque plus d'électricité en Ukraine, 70% manquant apparemment, et bien ce qui fait que ça va devenir extrêmement grave. Et même si on mettait de côté tout ce qui était militaire, le fait qu'il n'y ait plus d'électricité et que l'hiver arrive, va faire en sorte que la guerre va peut-être se finir d'elle-même naturellement, par une capitulation tout simplement du fait de l'hiver qu'arrive par Kiev. Ça, c'est une possibilité à laquelle on peut s'attendre, hein. C'est pas de la science-fiction. Bon, bref, tout va de mal en pis pour l'Ukraine, bien évidemment. L'effondrement est absolument inévitable. Et là, maintenant, la victoire russe n'est plus qu'à quelques semaines, peut-être quelques mois. Nous verrons bien. Je ne suis pas devin. Mais en tout cas, vous avez vu la première partie et cette deuxième partie. Bah, si vous les avez bien regardées, ces deux parties, tout concourt à penser que bah, CIS est très très bientôt la fin. Voilà ce que je pouvais dire en conclusion. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne et toujours, soyez curieux.